Maman dit, tu es l'enfant la plus inutile que nous ayons. Tous se sont tus. Je me relève et je dis, alors arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent. Son sourire s'efface. Le silence devient mortel. Je m'appelle Chloé Dubois et j'ai 32 ans. Sur le papier, tout me réussit. Je suis décoratrice d'intérieur, à la tête de ma propre agence florissante ici, à Lyon. Mais dans ma famille, j'ai toujours été l'enfant du milieu, l'invisible, celle qui ne serait jamais à la hauteur. Noël dernier, alors que nous étions tous attablés, ma mère, Isabelle, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui flottaient dans l'air depuis des années. Tu es l'enfant la plus inutile que nous ayons. Tout le monde s'est figé. C'est à ce moment-là que je me suis enfin défendue. Je me suis levée, et ma réplique a fait tomber les masques. Alors arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent. Son sourire s'est effacé. Le silence est devenu mortel. Avant que je vous raconte en détail comment cette simple phrase a fait exploser des décennies de secrets et de mensonges, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région de France ou de quel pays vous suivez cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Pour comprendre cette explosion, il faut revenir en arrière, dans la maison de mon enfance à Annecy, une belle maison au bord du lac où tout semblait parfait en apparence. Nous étions une famille de cartes postales. Mon père, Jean-Pierre, un homme discret. Ma mère, Isabelle, la matriarche qui tenait tout d'une main de fer. Et nous, les enfants. D'abord, il y avait Léo, l'aîné, le fils prodige. Brillant, charismatique, il avait fait une grande école de commerce et travaillait maintenant dans la finance à Paris. Il était la fierté de mes parents, l'étalon or auquel nous étions tous comparés. Chaque dîner de famille tournait autour de ses succès, de ses investissements, de ses voyages d'affaires. Ses accomplissements étaient le sujet de conversation principal, et ma mère en parlait avec une lueur dans les yeux que je ne lui ai jamais vue pour moi. Ensuite, il y avait Élise, ma sœur aînée. Elle était la fille parfaite aux yeux de ma mère. Mariée à 24 ans à son amour de jeunesse, mère de 2 enfants adorables avant ses 30 ans, elle incarnait toutes les valeurs traditionnelles qu'Isabelle chérissait. Elle tenait une maison impeccable, faisait des gâteaux magnifiques et s'investissait dans l'école de ses enfants. Ma mère ne tarissait pas d'éloges à son sujet, Élise est si douée, elle arrive à tout gérer. Une vraie femme. Puis, il y avait la petite dernière, Manon, avec 7 ans de moins que moi. Elle était le bébé de la famille, celle qu'on avait toujours protégée, choyée. Ses moindres caprices étaient des désirs. Quand elle a abandonné ses études de droit après un semestre, mes parents ont dit qu'elle cherchait sa voie. Quand elle a vidé sa première carte de crédit en vêtements, ils ont payé la facture sans un mot, disant qu'il fallait bien que jeunesse se passe. Et au milieu de tout ça, il y avait moi. Chloé. Ni le génie de la finance, ni l'épouse modèle, ni le bébé fragile. J'étais la créative, la rêveuse. Je passais des heures à dessiner, à imaginer des espaces, à réarranger ma chambre. Mes bulletins scolaires étaient bons, mais un 16/20 en histoire de l'art n'avait jamais le même éclat qu'un bonus de fin d'année de Léo. Mes dessins gagnaient des concours locaux, mais ils finissaient dans un tiroir, alors que les bricolages de Manon étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur. J'étais un satellite silencieux, tournant autour du noyau familial sans jamais vraiment en faire partie. J'existais, mais personne ne me voyait vraiment. Cette invisibilité était devenue ma normalité, une sorte de bruit de fond constant dans ma vie. Je m'étais habituée à ne pas être entendue, à ne pas être célébrée. Je pensais que c'était simplement mon rôle dans la dynamique familiale. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas un rôle. C'était une cage. Une cage dont les barreaux étaient faits de comparaisons, de critiques silencieuses et d'attentes non dites. Et chaque année, ces barreaux se resserraient un peu plus. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le mépris de ma famille ne se limitait pas à de simples paroles ou à de l'indifférence. Il était bien plus insidieux et s'infiltrait dans chaque aspect de ma vie, d'une manière que je commençais à peine à comprendre. Ma mère, Isabelle, était la force motrice de cette dynamique. Élevée elle-même dans une famille stricte où l'apparence était tout, elle avait des idées très arrêtées sur ce qu'était la réussite et les rôles de chacun. Pour elle, mon choix de carrière était une source constante de déception, presque une honte.
Quand je lui ai annoncé que je voulais intégrer une école d'architecture d'intérieur à Lyon, sa réaction a été glaciale. Décoratrice? Mais Chloé, ce n'est pas un vrai métier. C'est un passe-temps pour les femmes de médecins. Que vas-tu faire de ta vie avec ça? Ces mots étaient comme de petites piques, précises et douloureuses. Même lorsque j'ai décroché mon premier emploi dans une agence reconnue, elle a balayé ça d'un revers de main. Ah oui, tu arranges des coussins. Pendant ce temps, ton frère gère des portefeuilles de plusieurs millions. Peu importe ce que je réalisais, ce n'était jamais assez. Quand j'ai fait la une d'un magazine local de décoration pour la rénovation d'un appartement sur les pentes de la Croix-Rousse, elle a demandé pourquoi ce n'était pas un magazine national. Quand j'ai obtenu une promotion, elle s'est demandé à voix haute pourquoi ça avait pris si longtemps. Ces compliments, rares, étaient toujours à double tranchant. Ton appartement est mignon, mais ça doit être si triste de vivre seul à ton âge. Elle plantait des graines de doute et d'insécurité avec une précision chirurgicale. Mon père, Jean-Pierre, était une autre forme de déception. C'était un homme bon, je le sais, mais il était faible. Il travaillait comme comptable, un homme de chiffres, pas de mots. Il semblait m'aimer, mais il lui manquait le courage de s'opposer à ma mère. Lors des critiques les plus acerbes d'Isabelle, il pouvait murmurer un timide « Allons, Isabelle », mais il battait en retraite dès qu'elle tournait son regard acéré vers lui. Parfois, quand ma mère n'était pas là, il me glissait un billet en disant « Tiens, achète-toi quelque chose de joli », ou il me disait à voix basse que mon travail était « très bien ». Mais c'était toujours en secret, comme s'il avait honte de me soutenir ouvertement. Notre relation s'est distendue avec les années. Nos appels téléphoniques étaient brefs, superficiels, parlant de la météo à Annecy, des travaux sur l'autoroute, mais jamais de ce qui comptait vraiment. Parfois, je voyais une lueur de tristesse dans ses yeux quand il me regardait, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il était impuissant à y remédier. L'événement le plus marquant de cette injustice a été ma remise de diplôme. J'avais travaillé comme une forcenée pendant 5 ans. J'avais fini major de ma promotion. La cérémonie était un moment immense pour moi, l'aboutissement de tant de sacrifices. Ils ne sont pas venus. Ma mère avait prétexté une réunion très importante de son club de jardinage qu'elle ne pouvait absolument pas manquer. Mon père avait évoqué une urgence de dernière minute au bureau. Je me suis retrouvée seule, en toge, mon nom appelé sur scène, applaudissant pour moi-même dans ma tête. J'ai regardé les autres familles s'étreindre, prendre des photos, pleurer de joie. J'ai souri pour les photographes, prétendant que mes parents étaient simplement coincés dans les embouteillages. Le soir, dans mon petit studio lyonnais, j'ai mangé une pizza surgelée en regardant mon diplôme posé sur la table. La fierté était là, mais elle avait un goût amer de solitude. Quand j'ai partagé la nouvelle qu'un de mes projets de rénovation d'un restaurant à Lyon avait été publié dans le prestigieux magazine Maison et Jardin, j'étais tellement excitée. J'ai apporté le magazine lors d'un dîner dominical. Ma mère l'a feuilleté en moins d'1 minute, a dit « C'est bien », avant de le poser sur la table basse et de se tourner vers Élise pour lui demander la recette de son clafoutis. Mon accomplissement a été balayé, oublié avant même que le dessert ne soit servi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, mais je l'ai avalée, comme d'habitude. Je me suis dit que si je travaillais encore plus dur, si je réalisais des choses encore plus grandes, il finirait par voir. Il serait obligé de reconnaître ma valeur. Je n'avais pas compris à l'époque que ce n'était pas un manque de reconnaissance. C'était un déni volontaire. Mon succès, mon indépendance, mon choix de vie qui était si différent du leur, tout cela ne faisait pas que les décevoir. Cela les menaçait. Malgré ce climat familial pesant, ou peut-être à cause de lui, je me suis jetée à corps perdu dans mon travail. C'était mon refuge, le seul endroit où ma valeur était mesurée par mon talent et mes efforts, pas par mon statut matrimonial ou les attentes de ma mère. Après mon diplôme, j'ai commencé en bas de l'échelle, dans une petite agence lyonnaise. Le salaire était maigre, à peine de quoi payer le loyer de mon petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse et rembourser mon prêt étudiant. Je travaillais tard le soir, les week-ends, acceptant des projets en freelance pour construire mon portfolio. Mon petit salon était devenu mon bureau, la table à dessin occupant la majeure partie de l'espace. Je vivais de pâtes et de café, investissant le peu d'argent que j'avais en plus dans de meilleurs logiciels de conception et du matériel de qualité.
Les 2 premières années ont été une véritable bataille. J'ai essuyé refus après refus de la part de plus grandes agences et de clients qui voulaient quelqu'un avec plus d'expérience. Mais j'ai persévéré. J'ai affiné mon style, développé un réseau de contacts dans le milieu, des artisans, des fournisseurs. Je me suis spécialisée dans la rénovation d'appartements haussmanniens et de commerce de bouche, et dans les petites entreprises à créer des identités visuelles fortes. À 28 ans, j'avais économisé suffisamment pour louer un petit local commercial et lancer officiellement mon propre studio, Chloé Dubois Intérieur. Ce n'était rien d'extravagant, juste un ancien atelier de soierie reconverti avec de grandes fenêtres et assez d'espace pour moi, éventuellement, 1 ou 2 collaborateurs. Mais c'était à moi. Construit à partir de rien, avec pour seule fondation mon travail acharné et ma détermination. Le tournant est arrivé quand j'ai décroché un contrat pour repenser l'intérieur d'une chaîne de boulangeries artisanales qui cherchait à se moderniser et à s'étendre au niveau national. J'ai travaillé sans relâche sur ce projet, créant une identité qui honorait leurs racines traditionnelles tout en parlant à une clientèle plus jeune et urbaine. La campagne a été un succès retentissant. En 2 ans, ma liste de clients comprenait plusieurs marques nationales et des dizaines d'entreprises régionales prospères. J'ai dû déménager dans des bureaux plus grands et embaucher 4 personnes à temps plein. Mon travail était régulièrement cité dans des publications spécialisées et j'étais invité à donner des conférences. Mon agence générait désormais un chiffre d'affaires de plus d'1 demi-million d'euros par an. Financièrement, j'étais plus stable que n'importe qui dans ma famille ne l'imaginait. J'étais propriétaire de mon appartement, j'avais un plan d'épargne retraite solide et un fonds d'urgence conséquent. Ma vie personnelle avait également pris forme, loin du regard de ma famille. Je sortais avec Marc depuis près de 3 ans, un architecte doux et encourageant que j'avais rencontré lors d'un salon professionnel. Il comprenait ma situation familiale et m'offrait le soutien émotionnel qui m'avait toujours manqué. J'avais aussi cultivé un cercle d'amis proches qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour le rôle que je devais jouer. Pourtant, malgré toutes ces réussites et la vie bien remplie que je m'étais créée, il restait un vide en moi. Une partie de moi aspirait toujours à leur approbation, à ce qu'ils me voient telle que j'étais vraiment, et non comme l'enfant décevante qu'ils avaient décidé que j'étais. Ce désir m'a poussé à continuer un schéma de comportement qui, avec le recul, n'a fait que renforcer la dynamique toxique. J'étais devenu leur filet de sécurité financier non officiel. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment compliquées. Ils ont fini par remarquer ma réussite, mais pas de la manière que j'espérais. Ils ne se sont pas intéressés à mes créations ou à mes récompenses. Ils se sont intéressés à mon compte en banque. Tout a commencé de manière insidieuse, presque innocente. Un appel de ma mère. Chloé, la chaudière vient de lâcher. Ton père est tellement stressé, les devis sont exorbitants. Elle ne demandait jamais directement. C'était sa technique. Elle plantait une graine d'inquiétude, laissait planer un lourd silence, jusqu'à ce que je cède. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Un virement plus tard, le problème était réglé. Il n'y a jamais eu de « merci ». Juste un « ah, heureusement que tu es là ». C'est bien normal, c'est la moindre des choses après tout ce qu'on a fait pour toi. Ma générosité était systématiquement transformée en devoir, en une dette que je devais rembourser pour le simple fait d'avoir été élevé. Puis ce fut un prêt pour mon père quand sa voiture a eu besoin de réparations coûteuses. Ensuite, une aide pour les frais de scolarité de Manon quand mes parents se disaient « un peu juste ce mois-ci ». Les demandes sont devenues de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes. C'était comme une toile d'araignée qui se tissait autour de moi, chaque fil étant une obligation financière déguisée en amour familial. L'année dernière, la situation a pris une tournure bien plus sombre. J'étais en lice pour le plus gros contrat de ma carrière, la rénovation complète d'un hôtel de luxe à Courchevel. C'était un projet qui pouvait faire passer mon agence à un niveau supérieur. J'avais passé des semaines à préparer ma proposition, j'y avais mis toute mon énergie. J'étais l'une des 2 finalistes. Quelques jours avant la décision finale, mes parents ont organisé un dîner pour leur anniversaire de mariage. J'y suis allée, espérant naïvement partager ma bonne nouvelle. Au cours de la soirée, ma mère a engagé la conversation avec un cousin éloigné dont je savais qu'il connaissait l'un des investisseurs de l'hôtel. Je l'ai entendu dire, d'un ton faussement confidentiel, « Oh, notre Chloé est tellement passionnée. Elle travaille si dur sur ce projet d'hôtel.
C'est peut-être un peu grand pour elle, elle manque encore un peu d'expérience sur des chantiers de cette envergure, vous savez. Et puis, elle est tellement absorbée par sa carrière, la pauvre, elle en oublie de vivre. Mon sang s'est glacé. C'était subtil, mais dévastateur. Elle venait de distiller le doute, de me présenter comme une amatrice ambitieuse mais fragile. Une semaine plus tard, j'apprenais que je n'avais pas eu le contrat. L'investisseur avait finalement choisi l'autre agence, citant leur expérience plus solide sur des projets de grande échelle. Je n'avais aucune preuve, mais je savais. Je savais qu'elle m'avait sabotée. Quand je l'ai confrontée, elle a nié avec l'innocence d'une sainte. Mais ma chérie, je ne faisais que te vanter. Je disais à quel point tu étais courageuse de t'attaquer à un si gros projet. Tu es si sensible, tu interprètes tout de travers. Après cet épisode, une peur froide s'est installée en moi. La peur qu'elle puisse détruire tout ce que j'avais construit. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Au lieu de couper les ponts, j'ai commencé à donner plus. Inconsciemment, je pensais que si je devenais financièrement indispensable, elle arrêterait de me nuire. C'était une sorte de pacte tacite et malsain. Je suis devenue la source de financement de leurs désirs. Une nouvelle cuisine pour ma mère ? Un cadeau d'anniversaire en avance de la part de nous tous, même si j'étais la seule à payer. Des vacances en Corse ? Léo nous a fait une surprise, disaient-ils à leurs amis, alors que le virement venait de mon compte. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous coupé les ponts, au risque de ne plus jamais revoir votre famille ? Ou auriez-vous continué à payer, en espérant acheter la paix ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Je suis devenu le pilier financier secret de la famille, celle qui maintenait l'illusion d'un statut social qu'ils n'avaient plus les moyens d'assumer. Mais je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Le plus gros profiteur de ce système, le véritable trou noir financier, n'avait pas encore montré son vrai visage. Et quand il l'a fait, j'ai compris que j'étais piégé bien plus profondément que je ne l'avais jamais imaginé. Léo, mon frère aîné, a toujours été le soleil autour duquel notre famille tournait. Il était la définition même du succès. Du moins, en apparence. Il vivait dans un magnifique appartement dans le 16e arrondissement de Paris, conduisait une voiture de sport allemande et publiait des photos de ses vacances à Dubaï ou aux Maldives sur les réseaux sociaux. Pour mes parents, il était la preuve vivante de leur réussite en tant qu'éducateur. Il se gargarise de ses exploits, réels ou imaginaires. La vérité, cependant, était bien moins reluisante. Léo vivait largement au-dessus de ses moyens, piégé dans une spirale de dettes pour maintenir son style de vie extravagant. Et j'étais sa police d'assurance secrète. Il y a 3 ans, le château de cartes a failli s'effondrer pour la première fois. Il m'a appelé en pleine nuit, la voix paniquée. Il avait fait un investissement désastreux dans une start-up qui avait fait faillite, perdant non seulement son argent, mais aussi celui de plusieurs de ses clients importants. Il était au bord de la ruine et risquait de perdre son emploi et sa réputation. Mais le pire était à venir. Pour convaincre ses clients d'investir, il leur avait menti. Il leur avait laissé entendre que sa famille disposait d'un filet de sécurité financier solide, faisant spécifiquement allusion à l'entreprise de design très prospère de sa petite sœur. Mon nom. Ma réputation. Il m'avait utilisé comme garantie sans même me le demander. J'étais furieuse, mais j'étais aussi terrifiée. S'il tombait, il risquait de m'entraîner dans sa chute. La nouvelle qu'il avait mis en péril l'argent de ses clients en se servant de mon nom aurait pu être dévastatrice pour la confiance que mes propres clients plaçaient en moi. Alors, j'ai payé. J'ai vidé une partie de mes économies pour couvrir ses pertes les plus urgentes, pour faire taire les clients les plus menaçants. C'était une somme colossale, de quoi acheter un petit appartement. Il m'a juré, avec des larmes de crocodile, qu'il me rembourserait jusqu'au dernier centime. Tu me sauves la vie, Chloé. Je te revaudrai ça. Bien sûr, les remboursements n'ont jamais vraiment eu lieu. Quelques petits virements par-ci par-là, juste assez pour me faire croire qu'il n'avait pas oublié, mais la dette restait abyssale. Et puis, il y a eu cet appel. La veille de Noël. J'étais dans mon bureau à Lyon, en train de boucler les derniers dossiers avant les vacances. Son nom s'est affiché sur mon téléphone et mon estomac s'est noué. Sa voix était basse, pressante. Chloé, j'ai un énorme problème.
Il avait récidivé. Un autre investissement risqué, une autre perte massive. Cette fois, l'un des clients était un homme d'affaires influent et procédurier qui menaçait de le poursuivre en justice pour fraude. Il faut que je le rembourse avant la fin de l'année, sinon il va tout déballer. Ma carrière est finie. Combien, Léo, ai-je demandé, ma voix vide de toute émotion. 20 000 euros. Le chiffre est tombé comme une sentence. 20 000 euros. Juste comme ça. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à l'acompte que je mettais de côté pour acheter un local plus grand pour mon agence. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits. Je ne peux pas, Léo. Je t'ai déjà tellement donné. Son ton a changé. La panique a laissé place à une froide menace. Chloé, écoute-moi bien. Si je tombe, je ne tomberai pas seule. Ce type va engager des avocats, ils vont fouiller partout. Ils vont découvrir que tu m'as déjà aidé par le passé. Ils vont se demander si ton entreprise n'a pas servi à blanchir de l'argent. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que cette histoire salisse le nom de la famille. Ce n'était plus une demande d'aide. C'était du chantage. Il utilisait ma réussite, ma peur de tout perdre, pour me forcer la main. Il me tenait. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Noël qui scintillaient sur la place des terreaux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, des larmes de rage et d'impuissance. J'ai effectué le virement, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de mon bureau pendant 1 heure. La tristesse a lentement laissé place à une colère froide et déterminée. C'était fini. Le château de cartes de Léo allait s'effondrer. Et cette fois, je n'allais pas être là pour amortir sa chute. Le dîner de Noël de demain ne serait pas un simple repas de famille. Ce serait un tribunal. Je suis arrivée chez mes parents à Annecy le jour de Noël, à 19 heures précises. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, décorée avec un goût impeccable mais sans âme. Des guirlandes lumineuses blanches encadraient le toit, une couronne de houx parfaite était accrochée à la porte d'entrée rouge. C'était la façade parfaite pour une famille parfaite. Mais ce soir, je n'étais plus venue pour jouer mon rôle. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe noire, élégante et sobre, des talons hauts qui me donnaient de l'assurance. J'avais passé l'après-midi à me préparer, non pas par vanité, mais comme un soldat qui polit son armure avant la bataille. Mon père m'a ouvert la porte, un sourire fatigué aux lèvres. « Chloé, te voilà. Joyeux Noël. » Il m'a serré brièvement dans ses bras. L'odeur de la dinde rôtie et du sapin emplissait la maison, une odeur qui autrefois me réconfortait mais qui ce soir me donnait la nausée. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier brodé. Son regard critique m'a scanné de la tête aux pieds. « Tu es enfin là. Tu es seule, je vois, a-t-elle lancé, sans même un « bonjour » ou un « joyeux Noël ». C'était la première pique de la soirée. J'ai ignoré la remarque. « Bonsoir maman. La maison est très belle. » Le salon était rempli. Léo et sa femme, Diane, étaient là, tout sourire. Élise, son mari et leurs enfants parfaitement sages. Manon, absorbée par son téléphone. Les salutations ont été forcées. Léo m'a fait une accolade, me glissant à l'oreille « Merci encore, tu m'as sauvée », avec un aplomb qui m'a révoltée. Je n'ai rien répondu. Nous sommes passés à table. Une table magnifique, dressée avec la porcelaine de Limoges et les verres en cristal. Comme d'habitude, j'étais placée au bout de la table, la place la moins importante. La conversation a commencé, tournant autour de moi comme si j'étais un rocher au milieu d'une rivière. Ma mère a interrogé Léo en détail sur un nouveau projet à la Défense, buvant ses paroles comme si c'était l'Évangile. Il se vantait de ses futurs bonus, et je devais me retenir de rire amèrement en pensant aux 20 000 euros qu'il m'avait extorqués la veille. Puis ce fut le tour d'Élise, qui a raconté les exploits de sa fille au concours de piano et son engagement dans l'association des parents d'élèves. Ma mère rayonnait de fierté. « Tu sais, Chloé, tu devrais peut-être faire du bénévolat », m'a-t-elle soudainement adressé la parole. « Ça te ferait sortir, rencontrer des gens. Tu passes tellement de temps seul avec tes tissus et tes pots de peinture.
Avant que je puisse répondre que mon agence faisait du mécénat pour une association d'art pour enfants défavorisés, Élise a ajouté avec un petit rire condescendant. « Oh maman, tu sais bien que Chloé est très occupée avec sa petite entreprise. Tout le monde n'a pas le temps de se consacrer aux autres. » J'ai pris une gorgée de vin, sentant la colère monter. J'ai gardé ma voix calme. En fait, mon agence soutient plusieurs associations caritatives chaque année. C'est important pour moi de redonner. Il y a eu un bref silence, puis ma mère a simplement dit « C'est bien », avant de se tourner vers Manon pour lui demander des nouvelles de son dernier stage. Mon intervention avait été balayée, comme d'habitude. C'est alors que j'ai décidé de lancer ma propre offensive. J'ai attendu une accalmie dans la conversation. D'ailleurs, en parlant de travail, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Mon agence vient de signer un contrat pour la rénovation de 3 boutiques d'une grande marque de luxe sur les Champs-Élysées. « Ah, c'est une de ces marques pour les jeunes ?» a demandé ma mère, l'air dédaigneux. « Non, c'est une maison de joaillerie très prestigieuse. Le contrat s'élève à plus de 100 000 €. Un silence s'est abattu sur la table. Mon père a levé les yeux de son assiette, les sourcils haussés. Même Léo semblait surpris. L'expression de ma mère s'est durcie. Ses yeux se sont plissés. Il n'y a pas besoin d'exagérer, Chloé. Nous savons tous que ton travail consiste à choisir des rideaux. C'était l'attaque de trop. Je n'exagère pas, maman. Mon entreprise emploie 4 personnes à temps plein et génère un chiffre d'affaires qui vous ferait tourner la tête. Elle a posé sa fourchette avec un bruit sec. Son regard était glacial. Si tu gagnes si bien ta vie, pourquoi insistes-tu pour vivre seule dans ce petit appartement à Lyon? Pourquoi n'es-tu pas mariée avec une famille comme ta sœur? La réussite, ce n'est pas seulement l'argent, Chloé. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant d'un ton, devenant sifflante et venimeuse. Tu as toujours été différente, toujours dans ton petit monde. Et qu'as-tu à montrer aujourd'hui? Pas de mari, pas d'enfant. Juste des clients qui pourraient te remplacer demain. La tension était à son comble. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père a tout sauté, mal à l'aise. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle s'est penchée encore un peu plus, comme pour porter le coup de grâce. Et c'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a tout fait basculer. Elle a articulé chaque mot lentement, avec une cruauté délibérée, pour s'assurer que l'impact soit maximal. Son regard ne quittait pas le mien. Soyons honnêtes, Chloé. De tous nos enfants, tu es la plus inutile que nous ayons. Le mot « inutile » a résonné dans le silence soudain de la salle à manger. Il ne flottait pas, il est tombé comme une pierre, brisant la surface fragile de notre comédie familiale. Le temps semblait s'être suspendu. J'ai vu le visage de mon père se décomposer. Élise a baissé les yeux sur son assiette, soudainement très intéressée par ses haricots verts. Léo, lui, n'a pas bougé, un masque d'indifférence sur le visage, mais je pouvais voir une veine battre sur sa tempe. Manon avait les larmes aux yeux. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai senti la douleur familière, celle de la petite fille qui n'était jamais assez bien, me submerger. Mais ensuite, quelque chose d'autre est arrivé. Une vague de colère. Une colère pure, froide et puissante. Ce n'était pas la colère qui fait crier. C'était celle qui rend calme. Terriblement calme. Lentement, sans un mot, je me suis levée. Le bruit de ma chaise raclant le parquet a semblé assourdissant dans le silence de mort. J'ai posé ma serviette sur la table. Mes gestes étaient précis, délibérés. J'ai senti tous les regards converger vers moi. Je n'avais plus peur. La peur avait été remplacée par une clarté absolue. Des décennies de non-dits, d'humiliations subtiles, de sacrifices ignorés, tout cela s'est cristallisé en ce moment unique. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Son expression était triomphante, elle pensait m'avoir brisé. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Ma voix, quand j'ai parlé, était stable. Sans tremblement. Sans larmes. Juste une force tranquille et inébranlable. Alors arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent. La phrase était simple. Directe. Dévastatrice. Le triomphe sur le visage de ma mère s'est évaporé,
remplacée par une incrédulité totale. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était comme si je l'avais giflé. Physiquement. La couleur a quitté ses joues. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu perdre contenance. Complètement. Le silence qui a suivi était différent du premier. Il n'était plus pesant, il était électrique. Chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. On aurait pu entendre une mouche voler. Personne n'osait respirer. Les masques commençaient à tomber, un par un. Diane, la femme de Léo, regardait son mari avec une nouvelle lueur dans les yeux, une lueur de doute. Élise avait relevé la tête, le visage pâle. C'est mon père qui a rompu le charme, sa voix à peine un murmure. « Chloé, de quoi parles-tu » Je lui ai adressé un regard presque triste. « De quoi je parle, papa » J'ai eu un petit rire sans joie. « Oh, je ne fais que commencer. Asseyez-vous bien. Le spectacle va commencer. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie être inutile dans cette famille, ai-je commencé, ma voix gagnant en puissance. Je n'étais plus la petite fille qui cherchait l'approbation. J'étais une femme qui réclamait justice. Être inutile, ce n'est pas la personne qui a payé les 3 000 € de réparation pour la voiture de papa l'année dernière quand la boîte de vitesse a lâché. Mon père a blêmi, regardant ma mère. Être inutile, ce n'est pas non plus la personne qui a couvert la moitié des frais de scolarité de Manon pour sa dernière école de commerce, parce que vous prétendiez ne pas pouvoir vous le permettre. Manon a octé, les larmes coulant sur ses joues. Mais, vous m'aviez dit que vous aviez pris un crédit. Mon regard s'est ensuite posé sur Léo. Il fixait son assiette, mais je savais qu'il m'écoutait. Et être inutile, Léo, ce n'est certainement pas la personne qui a sauvé ta maison de la saisie, pas une, mais 3 fois. La personne qui a épongé tes dettes d'investissement foireux. 20 000 €, juste hier, tu te souviens ? En plus des 50 000 que tu me dois déjà. Diane, sa femme, a laissé échapper un cri étranglé. Elle s'est tournée vers lui, le visage déformé par la trahison. 20 000 €? Tu m'as dit que ton patron t'avait donné une avance sur tes commissions. 50 000 ? De quoi parle-t-elle, Léo ? Léo a finalement levé les yeux, le visage rouge de honte. Chloé, tu avais promis de ne rien dire, a-t-il marmonné. Non, Léo. Ce que j'ai fait, c'est te permettre de continuer à mentir à tout le monde, y compris à ta propre femme, sur ton prétendu succès. J'ai couvert vos mensonges à tous pendant des années, prétendant avec vous que tout allait bien alors que ce navire est en train de couler. Je me suis retournée vers ma mère. Le choc sur son visage se transformait maintenant en une fureur glaciale. Tu m'as appelé au moins une fois par mois depuis 5 ans pour me demander de l'argent, maman. Le nouveau réfrigérateur américain ? C'est moi. Les médicaments pour le cœur de papa non remboursés par la mutuelle ? C'est moi. Les réparations du toit après la tempête au printemps dernier ? C'est encore moi. J'ai donné à cette famille plus de 150 000 € au cours des 3 dernières années. J'ai balayé la table du regard. Et pas une seule fois, je n'ai entendu un « merci ». Pas une seule fois, personne n'a reconnu que ma petite entreprise de tissu et de pots de peinture maintenait à flot le train de vie de cette famille. Mon père s'est affaissé sur sa chaise, le visage cireux. Chloé, je ne savais pas. Ta mère m'a dit que c'était notre épargne. Bien sûr que tu ne savais pas, papa, ai-je dit, adoucissant légèrement mon ton. Personne ne devait savoir. C'était le petit secret sale de notre famille. La fille, inutile, était en fait celle vers qui tout le monde se tournait pour être renflouée. Élise a enfin trouvé sa voie. Mais, tu n'as jamais rien dit. Tu as toujours agi comme si ce n'était rien. Parce que je voulais être aimée, ai-je crié, la vulnérabilité perçant enfin ma carapace de colère. Je pensais que si j'étais assez utile, assez indispensable, un jour vous me verriez. Vraiment. Mais ça n'allait jamais arriver, n'est-ce pas ? Ma mère, ayant retrouvé sa contenance, a frappé la table de sa main. Ça suffit. Tu n'as aucun droit de déballer nos affaires privées comme ça. Si tu as aidé financièrement, c'est ce que les familles font les unes pour les autres. C'est ton devoir. Ça ne te donne pas le droit de nous le jeter à la figure.
Ces mots ont été la confirmation finale. Il n'y aurait pas de remords. Pas d'excuses. J'ai hoché la tête lentement. Vous avez raison sur un point, maman. C'est mon devoir qui s'arrête ce soir. Sa phrase a été la dernière pièce du puzzle, celle qui m'a montré la porte de sortie de cette prison dorée. Je savais exactement ce que je devais faire. Mon devoir est terminé, ai-je répété plus doucement, mais avec une finalité qui a glacé l'atmosphère. Sans un autre regard pour ma mère, je me suis retournée et j'ai quitté la salle à manger. Le silence a été rompu par le bruit de mes talons sur le parquet. Chaque pas était une affirmation de ma nouvelle liberté. Je suis montée à l'étage, dans ma chambre d'adolescente, une pièce figée dans le temps. Les posters sur les murs, les livres sur l'étagère, c'était un musée dédié à une personne qui n'existait plus. J'ai rapidement rassemblé mes affaires dans mon sac de voyage. D'en bas, je pouvais entendre des éclats de voix. La vérité que j'avais lâchée comme une bombe était en train d'exploser en une multitude de conflits secondaires. J'entendais Diane crier sur Léo, la voix de mon père, plus forte que jamais, confrontant ma mère, et Élise qui tentait de calmer tout le monde. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir semé un tel chaos le soir de Noël. Mais une partie plus grande, plus forte, se sentait immensément soulagée. Le couvercle de la marmite avait enfin sauté. Ce qui se passerait ensuite n'était plus ma responsabilité. Quand je suis redescendue, mon père m'attendait au bas de l'escalier. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Ses yeux étaient rouges. « Chloé, s'il te plaît, ne pars pas comme ça », a-t-il supplié, sa voix se brisant. « On peut en parler. On peut arranger les choses. » Je l'ai regardé avec une compassion nouvelle. « Papa, on ne peut pas arranger des décennies de dysfonctionnement en une seule conversation. J'ai besoin d'espace. Et honnêtement, je crois que vous avez tous besoin de temps pour digérer la vérité. » Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Pour l'argent, pour ce que tu ressentais. Je savais que les choses n'étaient pas parfaites, mais je n'imaginais pas. Je sais, papa. Et c'est une partie du problème. Tu n'as pas voulu voir la réalité de cette famille pendant très longtemps. Il a hoché la tête tristement. Puis, à ma grande surprise, il m'a attiré dans ses bras et m'a serré fort. Je suis fier de toi, a-t-il chuchoté à mon oreille. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue. J'aurais dû le dire plus souvent. J'ai senti les larmes me piquer les yeux et je les serrai en retour. C'étaient les mots que j'avais attendu d'entendre toute ma vie. Un mélange complexe d'amour, de tristesse et de soulagement m'a envahi. Je me suis dégagée doucement et j'ai marché vers la porte d'entrée, sans me retourner. J'ai ouvert la porte, je suis sortie dans l'air froid de la nuit de décembre et je l'ai refermée derrière moi. Le « clic » de la serrure a sonné comme le début de ma nouvelle vie. Dans ma voiture, je suis restée assise un moment, les mains sur le volant, laissant échapper un long soupir tremblant. En m'éloignant de la maison de mon enfance, les lumières de Noël se brouillant à travers mes larmes, je ne ressentais ni regret, ni même colère. Juste une profonde sensation de libération. Sur la route du retour vers Lyon, mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, n'arrêtait pas de s'allumer dans mon sac. Arrivé chez moi, je me suis effondrée sur mon canapé. J'ai regardé les notifications, 15 appels manqués, 28 messages. Une avalanche de retombées familiales. J'ai commencé par lire les messages de Manon, une série de textes pleins de remords. Puis ceux d'Élise, plus complexes, avouant sa jalousie et son ignorance. Léo n'avait envoyé qu'un seul message, « Il faut qu'on parle. » En privé. Et enfin, un message de mon père, « Je t'aime. Pardonne-moi. » Aucun message de ma mère. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Je savais que je ne pouvais pas traverser ça seule. J'avais coupé les ponts avec la toxicité, mais maintenant, le vrai travail commençait. Je ne savais pas si notre famille pourrait un jour être réparée, mais avant même d'y penser, je savais que je devais d'abord me réparer moi-même. L'année qui a suivi cette nuit de Noël a été une longue et lente reconstruction, à la fois pour moi et pour les ruines de ma famille. J'ai commencé une thérapie, et chaque séance était comme enlever une couche de plus de la carapace que j'avais construite autour de moi. Ma thérapeute, Dr. Martin,
m'a aidé à comprendre les mécanismes de la manipulation narcissique de ma mère et le rôle de « facilitateur » que mon père avait joué pendant des années. J'ai appris à poser des limites, des frontières saines qui étaient impensables auparavant. J'ai maintenu un contact limité et prudent avec certains membres de ma famille. Ma relation avec mon père a été la première à changer. Il a commencé à m'appeler chaque semaine, non pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour vraiment demander comment j'allais. Il est venu à Lyon plusieurs fois, seul. Il a visité mon agence, a rencontré Marc, et pour la première fois, il a montré un intérêt sincère pour mon travail. Il m'a avoué qu'il avait toujours admiré ma créativité mais qu'il avait eu trop peur de ma mère pour le montrer. Manon et Élise ont également fait des efforts. Manon m'a écrit une longue lettre, s'excusant pour son aveuglement et sa superficialité. Elle a commencé à travailler pour payer une partie de ses études, refusant l'aide financière de mes parents. Élise et moi avons commencé à nous parler au téléphone, maladroitement au début. Libérés de la compétition instigée par notre mère, nous avons découvert que nous avions plus en commun que nous ne le pensions. Elle a admis que sa vie, parfaite, avait ses propres fissures et que, souvent, elle avait envié ma liberté. Léo, confronté à la réalité de ses finances sans mon filet de sécurité, a dû vendre son appartement parisien et sa voiture de sport. Lui et Diane ont commencé une thérapie de couple et ont consulté un conseiller financier. Notre relation est restée tendue, mais il a commencé à me rembourser, de petites sommes chaque mois, un geste qui signifiait plus que l'argent lui-même. Quant à ma mère, je n'ai eu aucun contact direct avec elle pendant 6 mois. Selon mon père, elle était passée par des phases de colère, de déni, puis de dépression. Elle refusait de reconnaître ses torts, me qualifiant d'ingrate et de destructrice. Alors que le Noël suivant approchait, l'anxiété a commencé à monter. C'est mon père qui a proposé une solution, un dîner de Noël chez moi, à Lyon. Un terrain neutre. J'ai hésité longuement, puis j'ai accepté, mais à mes conditions. Tout le monde était invité, y compris ma mère, mais je serais la maîtresse des lieux, et donc des règles. Le soir du réveillon, quand ils sont tous arrivés à mon appartement, l'atmosphère était étrange. Tendue, mais pas hostile. Mon père m'a serré dans ses bras, Élise et Manon m'ont souri sincèrement. Léo m'a salué avec un respect nouveau dans les yeux. Et puis, ma mère est entrée. Elle avait l'air plus âgée, plus fragile. Elle a regardé mon appartement, mon univers, avec une curiosité prudente. Elle m'a tendu un petit cadeau. « Joyeux Noël, Chloé », a-t-elle dit, sa voix neutre. Le dîner s'est déroulé dans une civilité inhabituelle. La conversation était plus équilibrée. Chacun parlait, chacun écoutait. Quand j'ai parlé d'un nouveau projet, il y a eu de vraies questions, de vrais compliments. C'était surréaliste. Après le repas, alors que les autres étaient au salon, ma mère est restée avec moi dans la cuisine pendant que je préparais le café. Nous étions seuls, dans un silence pesant. Je m'attendais à une nouvelle critique, à une pique déguisée. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a laissé sans voix. Elle se tenait près du plan de travail, tournant le dos à la porte du salon, comme pour s'assurer que personne d'autre ne puisse entendre. Pendant un long moment, elle a simplement regardé par la fenêtre les lumières de la ville, puis elle s'est tournée vers moi. Son visage, habituellement si dur et contrôlé, semblait fatigué. « Ton appartement est très réussi », a-t-elle commencé, et le simple fait qu'elle complimente quelque chose qui m'appartenait était déjà un événement en soi. « Ton travail doit bien marcher. »« Oui, ça va », ai-je répondu sobrement, sur mes gardes. Un autre silence s'est installé, rempli de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites. Finalement, elle a pris une profonde inspiration. « Je voulais que tu saches, que je vois quelqu'un. » J'ai froncé les sourcils, confuse. « Un médecin ? Une thérapeute ?» a-t-elle précisé rapidement, voyant mon étonnement. Ton père a insisté. Après tout ce qui s'est passé. J'étais abasourdie. C'était peut-être la dernière chose que je m'attendais à entendre. Ma mère, qui avait toujours qualifié la thérapie de « truc pour les gens faibles qui ne savent pas régler leurs propres problèmes », voyait une thérapeute. C'est une bonne chose, maman, ai-je réussi à articuler. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, a-t-elle poursuivi, une pointe de sa défensive habituelle revenant. Mais, elle m'a fait réfléchir. À certaines choses.
Sur les attentes, le contrôle. Elle a lissé un torchon avec une précision inutile. Sur pourquoi j'avais besoin que tout le monde rentre dans des cases bien précises. Je suis restée silencieuse, sentant que la moindre interruption pourrait faire dérailler la confession difficile qu'elle essayait de formuler. J'ai été élevée en pensant qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon de vivre, a-t-elle dit finalement. Les études, le mariage, les enfants. Dans cet ordre. La réussite, c'était la stabilité financière et la respectabilité sociale. Tout le reste était un échec. Elle m'a jeté un bref regard. Quand tu as choisi un chemin différent, je l'ai vu comme un rejet. Un rejet de tout ce en quoi je croyais, de tout ce que j'avais essayé de vous enseigner. Ce n'était pas un rejet, maman, ai-je dit doucement. C'était juste moi, essayant de trouver ma propre voie. Elle a hoché la tête, raidement. Ma thérapeute a suggéré quelque chose de similaire. Que tes choix te concernaient toi, et pas moi. Un petit rire sans joie lui a échappé. Apparemment, j'ai tendance à tout ramener à moi. Cette prise de conscience, même réticente, était si stupéfiante venant d'elle que je ne savais pas quoi répondre. J'ai simplement attendu. Je ne vais pas m'excuser d'avoir voulu ce que je pensais être le mieux pour toi, a-t-elle continué, le menton se relevant légèrement. Mais, je peux reconnaître que j'ai été inflexible. Et que j'ai dit des choses blessantes que je n'aurais pas dû dire. Ce n'étaient pas des excuses en bonne et due forme, mais venant de ma mère, c'était un événement sans précédent. Un séisme. J'ai senti un mélange complexe d'émotions, de la validation, une douleur persistante, mais aussi un espoir prudent. Merci de me dire ça, maman, ai-je dit finalement. Ça compte beaucoup pour moi. Elle a hoché la tête une fois, sèchement, comme pour conclure une transaction commerciale. Puis, changeant de sujet, elle a ajouté, ton Marc a l'air d'être un homme bien. Stable. Il l'est. Elle a hésité, puis a ajouté, j'aimerais bien visiter ton agence un jour. Si ça ne te dérange pas. Le rameau d'olivier était petit, mais il était là. Le contact de sa main n'était pas chaleureux, mais il n'était plus glacial. Et à ce moment précis, c'était tout ce dont j'avais besoin. Nous avons rejoint les autres dans le salon. L'air entre nous n'était pas complètement purifié, mais il était plus léger. Alors que je m'asseyais à côté de Marc sur le canapé, il m'a serré la main, m'interrogeant du regard. Je lui ai rendu sa pression, un message silencieux pour lui dire que ça allait. Le reste de la soirée s'est déroulé paisiblement. Dans les mois qui ont suivi, ce nouvel équilibre fragile a continué de se développer. Ma mère a visité mon agence, comme promis. Elle a posé des questions, a fait un effort visible pour comprendre et apprécier mon travail. Nous avons instauré un rituel de déjeuner mensuel, parfois encore maladroit, mais de plus en plus sincère. Elle ne comprendrait probablement jamais entièrement mes choix, mais elle apprenait à les respecter. Et j'apprenais à accepter ses limites sans les prendre personnellement. En regardant ma famille réunie dans mon salon ce soir-là, je n'ai pas vu une famille parfaite. J'ai vu un groupe de personnes abîmées, avec leurs tensions et leurs malentendus, mais un groupe qui essayait. Tous, à notre manière, nous essayons de créer quelque chose de plus sain que ce que nous avions connu. Cette année de bouleversement m'a appris des leçons que je garderai toute ma vie. J'ai appris que dire sa vérité, même si c'est terrifiant, est finalement moins douloureux que de vivre dans le mensonge. J'ai appris que le véritable amour ne vous demande pas de vous diminuer pour accommoder les insécurités des autres. Et j'ai surtout appris que la reconnaissance la plus importante, la seule qui compte vraiment, est celle que l'on s'accorde à soi-même. Le voyage n'avait jamais vraiment eu pour but d'obtenir leur approbation, mais de revendiquer ma propre valeur. De me tenir droite, forte de la connaissance de qui j'étais, indépendamment de ce que les autres pensaient que je devrais être. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits sur les dynamiques familiales et le développement personnel. Et j'aimerais beaucoup lire vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous battre pour que votre vraie valeur soit reconnue par vos proches? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre histoire, car nos expériences nous relient et nous rendent plus forts. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement d'être vous-même, sans excuses et sans compromis.